Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéma.exe avec, comme vous pouvez le voir, le fond qui déconne puisque c'est un fond horrifique. Puisque c'est le fameux fond d'Halloween, puisque oui, nous sommes techniquement sur le mois d'Halloween. Normalement, on aurait dû vous faire comme avant, c'est-à-dire, enfin comme l'année dernière, c'est-à-dire un live tous les samedis en lien avec le monde du cinéma d'horreur. Mais on va en parler justement dans le R1, on va faire un petit point brièvement sur tout ce qui s'est passé, sur qu'est-ce qui a changé, et on va en parler, vous inquiétez pas, tout de suite. Mais d'abord, je vous dis, on est en présence de Capterge. Bonsoir à toi Capterge, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Super. Comment ça fait de En plein reprendre visionnement. cinéma.exe après tant de mois Alors, j'espère pas que ça fait tant de toi, sinon on est dans la merde. Mais après, Hmm. autant de temps, ça fait bizarre de reprendre. Et ouais, ça fait quand même Posément. plusieurs mois et on va justement en parler dans cette première rubrique, donc les news cinéma.exe, donc qui, comme vous en notez, après une longue absence, bah, on ne parlera pas des sorties de la semaine, on ne parlera pas des news cinéma, on va parler justement des news de la chaîne, parce qu'il y a des choses qui ont quand même un petit peu bougé depuis le temps, et on va parler un petit peu justement de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de live pendant tout ce temps, et parler un petit peu de tout Pourquoi ce au qui est moins autour. citer vite fait le Z-Event? Déjà, Comment on oui, commence dans par un ça? premier temps, il y a le Z-Event qui a lieu ce soir. Voilà. Donc si jamais vous êtes Du coup, intéressé, je pense n'hésitez qu'il y pas a à aller le voir plein et à aller les soutenir en donnant votre argent ou en achetant simplement un t-shirt du Z-Event aussi pour ne serait-ce que soutenir l'association, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai déjà fait mon don, est-ce que toi c'est fait? Normalement, il faut que je prenne le t-shirt tout à l'heure, comme chaque année. D'accord, Je suis bah du voilà. genre à accepter, enfin, à donner des dons, enfin, faire des dons juste pour donner don d'argent. Voilà quoi. Donc, si à la clé, je peux pas avoir plutôt un petit t-shirt. Ah, moi j'ai fait mon don pour faire mon don quoi. Voilà. J'ai complètement oublié de déclarer l'année dernière et que donc je n'ai pas eu le droit à la réduction d'impôt. Bref, mais du coup les news de Cinema.exe, qu'est-ce qui a changé? Bah déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne suivent pas trop les lives, qui ont juste vu Cinema.exe, qui ne regardent pas du coup la chaîne des archives du philosophe, puisque je vous rappelle que nous avons deux chaînes, une chaîne qui est dédiée au contenu que nous vous proposons, chaîne que vous regardez en ce moment, sur laquelle il y a des comme ta biodiversité. On a eu il y a très très longtemps un épisode sur la Seconde Guerre mondiale SGM, et on va parler Il y a justement de comme ta très très biodiversité aussi. longtemps. Il y a très très longtemps, c'était littéralement la première vidéo de la chaîne, voilà. Et depuis, Voilà. il n'y en a plus un seul. Euh, et donc du coup pour ceux qui ne suivent pas donc les archives, vous avez de nouveaux lives qui sont apparus sur la chaîne Twitch, qui sont des lives de programmation que je fais tous les jeudis soirs de 20h à 23h, donc c'est 3 heures de pure programmation, qui sont donc des lives qui sont accessibles à tous, donc n'ayez pas peur si quand vous arrivez ça parle très technique, n'hésitez pas à poser des questions, à vouloir vous renseigner, à être curieux, je n'ai aucun souci à répondre à toutes vos questions, même celles que vous pouvez penser stupides. J'y réponds, même les questions les plus basiques, genre qu'est-ce que c'est que if, voilà, un truc à la con, que bah, là, c'est la base de programmation, mais moi j'ai aucun souci à expliquer tout ça, ou à expliquer un peu le projet, etc. C'est pas un souci, donc n'hésitez pas à venir sur celle-là si vous êtes intéressé par le monde de la programmation. Donc ça, c'est les jeudis de 20h à 23h, donc ça, c'est toujours un contenu philosophobe, mais qui est du coup un contenu purement live, c'est-à-dire que vous n'avez aucune rediffusion sur la chaîne principale, vous n'avez que la rediffusion sur les archives, puisque je rappelle que nous n'avons pas de rediffusion sur Twitch, nos rediffusions ne sont que sur YouTube. Voilà, donc si vous allez sur les archives, vous devrez voir normalement tous les lives qui ont déjà été faits jusqu'à maintenant. Il y en a eu 4 si je ne m'abuse, puisqu'il y en a un que j'ai dû annuler la semaine dernière pour des raisons personnelles. Maintenant, on va parler un petit peu du coup des deux autres contenus principaux de la chaîne, c'est-à-dire Comme ta biodiversité et cinéma.exe. Je vais d'abord dans un premier temps parler de Comme ta biodiversité, parce que je suis le premier concerné pour le coup. Donc il y a un mois où, bien évidemment, donc le mois d'août, il n'y en a pas eu, c'est normal. Ça, je rappelle que c'est normal, c'était les vacances, donc on ne faisait pas de contenu pendant le mois d'août. Il n'y en a pas eu en septembre, parce que je n'ai pas réussi à récupérer la motivation de produire un épisode, étant donné que j'avais mes problèmes de fibre qui étaient intervenus, qui faisaient que je n'avais plus de bonne connexion internet. J'ai réussi à me démerder pour avoir une connexion malgré le manque de fibre, parce que je n'ai toujours pas récupéré la fibre, hein. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de fibre. Mais Rappelons la qu'à la base, c'est motivation un n'est pas problème qui revenue. devait durer. Rappelons qu'à la base, c'était un problème qui devait durer 2 semaines. À la toute base. Et puis au final, on a été Ouais. coupé pendant 2 mois et demi, on a récupéré la fibre 2 semaines, et on a été recoupé, et on est recoupé depuis maintenant presque 2 mois. Voilà. Yes. Non, mais dis-toi que du coup, bientôt, t'auras à nouveau la fibre pendant 2 semaines. Ouais, mais c'est vraiment pas ouf, c'est ça. Mais bon. Donc du Oui, coup, je ces comprends. problèmes de fibre m'ont vraiment totalement coupé la motivation de produire du contenu sur internet, on va pas se le cacher. Donc faire des vidéos comme ta biodiversité, malheureusement c'est compliqué. Et puis en plus de ça, j'ai beaucoup moins de temps,
j'ai beaucoup de choses que j'ai à faire aussi en dehors, que ce soit par mon boulot, que ce soit par les d'autres versions de streaming, que ce soit aussi personnellement, j'ai aussi d'autres choses à faire, qui font que j'ai très peu de motivation pour produire des épisodes de type comme ta biodiversité. C'est un truc que j'avais expliqué brièvement dans le live de programmation de jeudi, en expliquant que voilà, il y a des années, j'avais déjà fait pendant presque 5 ans des vidéos sur YouTube. Capter, j'en étais témoin. Oui, j'en étais Voilà. même acteur. T'en avais été acteur, et il s'avère que petit à petit, avec le temps, j'avais arrêté de faire des vidéos sur YouTube parce que je n'arrivais pas à me motiver à produire du contenu à proposer sur YouTube, parce que bah, faire un live c'est facile, vous lancez juste votre live et c'est parti, et c'est let's go pendant 2 heures, 3 heures, voire un peu plus. Faire une vidéo, ça demande un peu plus de temps de préparation, ça demande de préparer beaucoup plus de choses, surtout que bah, par exemple une vidéo comme ta diversité, même si l'objectif même de la vidéo est d'être réalisé en un week-end, ça demande quand même de prendre un week-end dans lequel je vais devoir trouver le sujet, écrire une vidéo entière, me renseigner complètement sur le sujet, tourner la vidéo et la monter. Et après derrière, on a toute une phase qui peut durer quelques semaines où bah, on fait review la vidéo pour être sûr que le contenu soit le mieux possible, améliorer à chaque fois par itération, on améliore la vidéo, on améliore la manière de monter pour que ce soit de mieux en mieux avec le temps. C'est un travail qui demande du temps et de la motivation, chose que malheureusement bah, je commence déjà à reperdre très rapidement. Pour le coup, je l'ai perdu très vite cette motivation à faire des vidéos. Donc voilà, pour l'instant, comme diversité, on va pas se mentir, je vais le mettre de côté. On verra si avec le temps, si je retrouve de la motivation pour faire un épisode, je ferai un épisode, mais ce ne sera pas un épisode, ce sera pas des vidéos régulières comme j'avais voulu le faire à la base, c'est-à-dire un tous les mois. Ce sera vraiment un dès que j'ai la motivation de faire un épisode, je le ferai. C'est-à-dire que là, j'ai déjà le sujet. Potentiellement, avec le temps, je vais petit à petit écrire la vidéo, et un jour, quand j'aurai la motivation, je la tournerai, et puis après, on prendra le temps d'itérer dessus, de la monter, de vous la proposer. Donc ça prendra le temps, ça ne sortira plus tous les mois. J'espère qu'il y en aura bien un suivant, bien évidemment. Mais voilà, sachez que pour les comités d'université, ça prendra un peu de temps. J'ai espoir que potentiellement d'autres concepts arrivent sur la chaîne venant des autres philosophes, parce que je vous rappelle que je ne suis pas tout seul. Cinéma.exe, ce n'est pas que des chroniqueurs, c'est aussi des membres de la chaîne. Donc j'ai espoir que d'autres personnes produisent du contenu. On verra de toute façon avec le temps aussi comment ça va évoluer à ce niveau-là. Mais voilà, donc soyez pas surpris s'il n'y a pas de comités d'université non plus ce mois-ci, ni le mois prochain. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Et maintenant, le dernier contenu qui vous intéresse du coup, je pense, un petit peu plus si vous regardez cet épisode, c'est bien évidemment cinéma.exe. Donc cinéma.exe, le mois de septembre, il n'y en a pas eu un seul parce que j'ai eu mes problèmes de connexion et il m'était impossible de streamer correctement. Donc j'ai fait des streams en 4G, la qualité était très dégradée par rapport à ce que j'aurais voulu proposer, et je ne me sentais pas de proposer ce genre de contenu vis-à-vis du fait qu'il y avait d'autres chroniqueurs avec moi. Ça n'aurait fait que gâcher, selon moi, le travail que les autres chroniqueurs fournissent pour proposer cinéma.exe avec moi. Je ne voulais pas le gâcher à travers une mauvaise qualité de contenu juste parce que la connexion n'était pas bonne. Donc j'avais fait ce choix personnel de ne pas faire de stream cinéma.exe. J'ai réussi à bien m'organiser pour pouvoir faire des streams corrects en 4G. C'est actuellement ce qui est en train de se passer. Je stream depuis ma 4G et ça se passe très bien. Ce qui nous a permis de pouvoir tenter de reprendre cinéma.exe. Sauf que bah là, on s'est heurté à un autre souci. C'est le souci de disponibilité des gens. Il faut savoir que bah, Oui. malheureusement, on est plusieurs à organiser, et le problème c'est qu'arriver à se synchroniser pour être tous là au même créneau, c'est compliqué. Surtout qu'en plus de ça, bah, au début c'était assez facile de s'organiser pour avoir du monde le samedi de 20h à 21h, parce que on avait pris cette habitude de faire cinéma.exe. On avait démarré fort en faisant pendant plusieurs mois très régulièrement des émissions avec à peu près tout le monde. C'est vrai qu'au début on avait quasiment tout le monde qui était là sur les toutes premières éditions. Et donc on avait pris cette habitude, donc petit à petit on arrivait à toujours au moins avoir un ou deux chroniqueurs. Ça a été très rare qu'on annule parce qu'il n'y avait pas de chroniqueurs. Sauf que bah, le problème c'est que comme il y a eu tous les soucis de fibre, on a tous perdu l'habitude de faire cinéma.exe. Et donc tout le monde a commencé à se réorganiser différemment, ce que je peux comprendre aussi totalement. Et donc ça a été beaucoup plus compliqué, et donc pendant tout le mois d'octobre, malheureusement, il n'y a pas pu y avoir un seul samedi où on a pu avoir tout le monde. C'est-à-dire que les rares fois où on avait des chroniqueurs, bah malheureusement c'était moi qui n'étais pas disponible. Ça a été le cas, c'était il y a 2 semaines je crois, où on avait réussi à avoir 2 chroniqueurs plus moi. Sauf que bah, moi j'ai eu un problème parce que j'avais une activité dans la journée qui a duré finalement beaucoup plus tard que ce qui était prévu, et de laquelle je ne pouvais malheureusement pas me désister, qui fait que bah, du coup je n'ai pas pu arriver à l'heure, je n'ai pas pu faire le cinéma.exe, donc on a dû l'annuler aussi encore une fois. Enfin, voilà, ça a été très compliqué ce mois-ci. Donc chose qu'on a prévue, donc on va essayer de voir si on peut réussir à en reproduire toutes les semaines comme on faisait, mais on va sûrement
en discuter tous ensemble pour voir si on peut pas réorganiser ça un petit peu différemment, comment on peut s'arranger pour continuer de produire du contenu, toujours en live comme ça, et voir avec tout le monde pour les disponibilités, etc. Donc on va y réfléchir tous ensemble. On vous tiendra au courant sûrement dans un épisode de Sim.exe, potentiellement du coup la semaine prochaine, j'ai espoir, même si bon, c'est vrai qu'en termes de disponibilité c'est compliqué et je le conçois totalement. Donc voilà, donc ça c'est à peu près la news pour tout ce qui est sur la chaîne. Donc vous avez toujours du contenu parce que vous avez au minimum les lives de programmation, puisque là je suis tout seul et j'ai aucun souci pour m'organiser avec moi-même pour être présent. Ça va. Oui. Il y a juste eu la semaine dernière où ça a été un cas un petit peu particulier personnellement qui fait que j'ai annulé ce live. Parce que j'avais prévu un truc normalement le mardi soir. Qui au final a dû être annulé parce que j'avais autre chose de prévu le mardi soir que j'avais complètement oublié. Et donc parce que je ne voulais pas perdre trop de temps avec cette chose, je l'ai décalé directement au jeudi en préférant annuler le live de programmation au profit de cette chose. Je n'en parlerai pas bien évidemment, c'est le purement personnel. Mais voilà, donc soyez pas surpris, mais il y aura bien un live de programmation la semaine prochaine et la semaine d'après, et ainsi de suite. Ça bougera pas. Maintenant, ça reprend, il n'y a plus de soucis avec ça. Donc voilà, donc ça, c'était les news du coup pour cinéma.exe. On espère que du coup, on arrivera à vous reproduire du contenu comme on aimerait le proposer. Surtout qu'on a plein de petites idées qu'on aimerait faire, puisqu'on aimerait aussi beaucoup faire vivre les réseaux sociaux. Parce que bah, c'est bien beau, on a un Instagram, on a un Twitter, mais ils sont un petit peu au point mort. Il y a juste Twitter où je parle des lives. En fait, j'annonce quand il y a un live, j'annonce quand les lives sont annulés, et c'est à peu près tout ce qui se passe sur Twitter, donc il se passe pas grand chose. Donc on va essayer de voir si on peut pas faire vivre un petit peu Twitter avec un petit truc qu'on pourrait rajouter. On va voir aussi pour Instagram, on aimerait beaucoup faire vivre un peu plus Instagram. Donc on va voir comment on peut réussir à faire vivre tout ça. On va sûrement se faire, je pense, nous, une grosse réunion, un de ces quatre, pour voir ça. Mais voilà, on vous tiendra au courant, ne vous en faites pas. Il y aura du contenu, vous avez toujours au minimum les lives de programmation, le Fusophobe n'est pas mort, le Fusophobe continue de vous produire du contenu, et potentiellement il y a encore plus de contenu qui arrivera à l'avenir, mais qui ne sera pas forcément que de moi, il y aura aussi potentiellement les autres qui vous apporteront des choses, on verra de toute façon à ce moment-là. Est-ce que tu as aussi des choses à rajouter dans les news par rapport à ça? Pas du tout. Eh bah très bien, on va donc pouvoir passer Plutôt à clair. ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la rubrique de cette semaine. Parlons-en, parlons bien. Et cette semaine, on s'attaque au cinéma d'horreur, comme ce qui était prévu du coup pour tout le mois, étant donné que je vous rappelle que demain c'est Halloween. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons ce magnifique fond horrifique qui nous a été réalisé du coup par Xanax, qui je rappelle fait partie de l'équipe, qui est un peu notre graphiste en chef, si on peut dire. Qui nous a fait ce magnifique fond que je trouve absolument incroyable sur le thème de The Ring. Et le thème de cette semaine, c'est le vieux cinéma d'horreur. Les vieux films d'horreur peuvent-ils être encore appelés cinéma d'horreur aujourd'hui? Je vais expliquer un petit peu plus la question pour que vous compreniez ce que j'entends par cette question. C'est simplement, très souvent on parle de cinéma d'horreur, il y a énormément de films de cinéma d'horreur qui ont pris beaucoup de temps à sortir jusqu'aujourd'hui, mais bien évidemment l'horreur dépend aussi énormément des codes et de la période à laquelle le film sort, et je peux vous citer comme très bon exemple le tout premier film Godzilla. Alors attendez, je crois que c'est en 1938 qu'il est sorti. 1954. Le tout premier. Ah non, il y en a un en 62. Attendez. Non, c'est 54, c'est bien ça. Donc le film de 1954, qu'il faut savoir, était classifié du coup film d'horreur, comme tous les films de Kaiju à l'époque, puisque c'était le cinéma d'horreur de monstres. Tout comme on peut citer, si on veut parler de cinéma plus européen, on peut citer par exemple L'Homme Invisible, Frankenstein, donc les tout premiers films, qui sont bel et bien classés cinéma d'horreur, puisque c'était le cinéma de monstres. Mais c'est vrai que par exemple, si aujourd'hui on regarde ces films à nouveau, bah, notre époque, notre période, fait ils ne font pas peur du tout. Alors je parle pas de la classification uniquement, hein, puisque c'est sûr que la classification, elle doit rester, puisque la classification prend aussi en compte du coup la période de sortie du film. On classe un film par rapport à la période dans laquelle il s'ancre. Donc à l'époque, c'était des films qui faisaient peur, donc c'est bel et bien des films d'horreur. Mais est-ce qu'on peut toujours considérer aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien de films d'horreur sans pour autant les classifier, je précise. Voilà, donc c'est la question que j'amène sur le tapis et qu'on va essayer de voir un petit peu, qu'on va débattre tous ensemble. Est-ce que tu as déjà, toi, dans un premier temps, un avis capteur là-dessus? Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer mon truc, mais déjà, faudrait déjà voir ce que t'attends en fait d'un film d'horreur. Parce qu'avec tous les sous-genres qui existent maintenant et tout, il y a de très bons films en fait qu'on peut considérer toujours d'horreur et qui vont, si le but principal par exemple est de faire peur,
qui vont toujours faire leurs affaires. Mais si le but du cinéma d'horreur, par exemple, dans lequel tu recherches, ça va être juste de voir des choses horrifiques ou d'avoir juste des visions, euh, pardon le nom, des visions d'horreur. Alors oui, effectivement, les vieux films ne sont plus forcément d'époque, du coup. Si tu cherches ce genre de choses. Donc ça dépend aussi de ce que tu vas rechercher dans tes films d'horreur en fait. Ça, je suis d'accord, parce que dans l'exemple que je peux citer, justement, c'est pour ça que pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est Godzilla. Puisque concrètement, le tout premier qui est sorti, donc c'était en 54, c'est ça que j'ai dit. Je me rappelle même plus la date que j'ai dit. 38, t'avais pas dit 38 ou un truc J'ai dit que je pensais 36? qu'il était sorti, mais j'ai redonné la Ah, date et je crois d'accord. que c'est 54 que j'ai dit. Sortie du Ok, film. ok. Mais donc voilà, c'est vrai que si on compare le tout premier film Godzilla avec le tout dernier sorti en salle, euh, clairement, le tout dernier est bien plus flippant que ce qu'était le premier, le tout premier, puisque les créatures sont en 3D, sont beaucoup plus réalistes. Vous aurez sorti le Non. Godzilla qui est sorti il y a quelques années à l'époque, il aurait été le plus grand film d'horreur jamais sorti à l'époque, quoi. Ça aurait été Mm. incroyable. Mais c'est vrai que quand nous on l'a sorti, quand il est sorti il y a pas si longtemps que ça, alors qu'il est censé être plus flippant parce qu'il est plus sombre, les créatures sont beaucoup plus réalistes, on les voit beaucoup mieux, etc. etc. Il n'a pas été classé film noir, il a été classé film de science-fiction, film fantaisiste. Donc c'est là qu'on voit qu'il y Ouais, a aussi voilà. une grande différence. Alors après il faut penser aussi que, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a un énorme lien entre le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique. Oui, Chose que vous oui, allez ça bien voir totalement. justement avec le R3, puisqu'il y a un des films que je propose qui est sur une plateforme de films d'horreur, Shadows le chèque, mais qui n'est pas un film d'horreur en soi, qui est justement un film fantasy. On en parlera de toute façon. Capteur, je sais de quel film je parle, bien évidemment. Oui, oui, je sais de quel film tu parles. Mais donc voilà, donc c'est vrai que ces deux cinémas sont extrêmement liés l'un à l'autre, puisque en réalité, le cinéma d'horreur, c'est du cinéma fantastique qui a été poussé le vice un petit peu plus loin, qui a été plus dans un objectif de choquer, de marquer les esprits, que ce qu'est le cinéma fantastique, qui lui cherche à émerveiller plus qu'autre chose. C'est la grande différence qu'il y a vraiment entre les deux. Et donc c'est vrai que regarder des vieux films d'horreur, on a plus envie de les classer comme films fantastiques que comme films d'horreur. Alors que ils ont bel et bien cette classification de cinéma Et voilà. d'horreur, parce que Mais dans le contexte de l'époque, ils le sont. voilà, mais par exemple, tu prends un des classiques du cinéma d'horreur, qui est Shining, même s'il a des scènes qui sont horribles, enfin qui sont horribles et qui étaient horribles pour l'époque, en termes vraiment d'horreur, Ah non, mais de même aujourd'hui, sanguinaire et tout. ça reste un très bon film d'horreur. Oui, oui, non, mais justement, si tu regardes, en fait, à l'époque, il y avait des scènes qui étaient considérées comme énormément sanguinaires et tout. Les ascenseurs. Voilà. Les putains Et qui étaient d'ascenseurs. vraiment horribles. Les Tu ascenseurs. regardes, tu regardes à ce jour, ce genre Shining est connu pour être un gros classique en termes d'horreur, mais si tu le regardes, il va plus te faire peur par son ambiance, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, que par son côté sanglant. Oh, Et il reste quand même assez vénère sur certaines scènes. oui, Hein, non, il reste vénère sur le côté la vieille sanglant de sous ces la trucs. douche. Voilà, mais sur le côté sanglant et tout, il y a des films qui du coup ont fait bien pire. Dans le sens bien pire, plus horrible, tu vois. Je pense notamment au Saw, par exemple, tu vois. Où si ton but c'est de voir du sang et tout dans un film d'horreur, Alors, Shining, après, certes, là, t'es quand même son en patte, train mais il y a aussi... de comparer un thriller à un film gore. En termes de gore. Là, déjà, Oui, pour moi, il y a une erreur qui est faite. Tu ne oui, peux mais pas comparer le ça gore reste tous les d'un deux des film films comme d'horreur, tu vois. Shining, qui est un thriller psychologique d'horreur, et non pas un film gore. Donc, l'objectif premier n'est pas de nous dégoûter, mais de nous faire flipper de manière psychologique, à un film gore tel que Saw. Saw, l'objectif premier, c'est de nous faire vomir. Hein. Non, ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... comment? Ce que je veux dire, c'est que justement, avec le temps, il y a des films qui ont plus, comment dire, même si ça reste des films d'horreur, il y a des films qui ont fait certaines choses de façon différente, que ce soit en mieux ou en pire, qui ont du coup forcément fait pousser la chose plus loin que d'anciens films en fait. C'est Bah ça que moi, je veux je peux te dire. prouver un contre-exemple en te sortant un film d'horreur qui est sorti dans les années 80 et qui te fera bien plus souffrir que Saw. Vas-y. Les Griffes de la Nuit. Par exemple, bah, Les en vrai, les Griffes de la cauchemars Nuit, ça... des Griffes de la Nuit sont éprouvants as fuck. Ils sont très violents, très gore, et putain, ils sont sortis dans les années 80, et même Saw à côté a pas fait mieux. c'est un très bon exemple, ça, tu vois déjà. Juste à voir les Freddy.
tu regardes les premiers qui ont été faits, qui étaient très très bons et qui ont pas tant vieilli que ça, je trouve, avec les actuels, quoi, tu vois, Moi, qui j'ai envie de parler sont de la scène du pantin dans différents. Freddy 2. Oh, oh, elle me file encore des cauchemars, celle-là. Je sais pas Mm. si tu vois de quelle scène je parle, la scène du Si, pantin si, dans Freddy 2. je vois de quelle scène tu parles. Et elle est gore, de ouf. Genre, il n'y a pas Oui. plus gore que cette scène, elle est extrêmement douloureuse. Et même Saw à côté, dans tous les sauts qu'ils ont fait, je crois qu'il doit y avoir peut-être une ou deux scènes dans Saw qui arrivent à peu près à la cheville de celle-là en termes de violence à l'écran. Et pourtant, le film, il date de 83, je crois, les Griffes de la Nuit 2. Mm. Mais je peux vous citer un autre film qui lui est sorti en 84, qui est bel et bien classé comme film d'horreur, qui avait même emporté un Saturn Awards du meilleur film d'horreur en 85, qui pourtant aujourd'hui nous fait aussi nous questionner sur sa qualité de film d'horreur. Il s'agit de Gremlins. Oui, aussi. Peut-on Très bon exemple réellement... aussi. C'est pour ça, parce qu'on a cité des vieux films des années 50, etc. Et on a pu montrer que du cinéma d'horreur des années 80 peut encore être classé comme cinéma d'horreur aujourd'hui, même notamment les thrillers psychologiques ou des films gore. Mais par exemple, Gremlins, là-dedans, on le met où? Et c'est ce genre de question qui peut être vraiment intéressante, c'est est-ce qu'on peut vraiment classer Mm. aujourd'hui Gremlins comme étant vraiment un film d'horreur? Parce que par exemple, hein, c'est l'exemple tout con, c'est montrerez-vous, enfin, est-ce que vous serez apte, vous, dans votre propre éthique et propre morale, à montrer ce film à un enfant? Si la réponse Mm. est non, peut-on vraiment le classer comme film d'horreur? Oui. À part quelques petits cas très particuliers, notamment un que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est bien évidemment L'étrange Noël de Mr. Jack, qui est un cas vraiment à part dans le cinéma d'horreur, parce que c'est l'un des seuls films d'horreur qui a été spécifiquement pensé pour être un film d'horreur pour enfants. Mm. Ce que je trouve absolument incroyable, surtout qu'en plus c'est Disney qui est derrière. Enfin, pour moi, ce film, il est dans le monde du cinéma d'horreur, c'est vraiment le petit truc qui sort complètement du truc et qui est là en mode je vous encule tous. Voilà, pour faire ça. Mais et c'est pas du tout parce que j'ai un amour très secret pour ce film, qui n'est pas du tout secret Non, d'ailleurs. pas du tout pour ça, hein. Mais voilà, mais c'est pour ça que je vais juste sortir ce cas-là, qui est un cas à part, qui est vraiment un film d'horreur qui a été spécifiquement pensé pour les enfants. Je vais plutôt parler justement des films d'horreur qui n'ont pas été spécifiquement pensés pour les enfants, ce qui est le cas à la base de Gremlins, il n'a pas du tout été pensé pour être un film d'horreur pour enfants, mais vraiment un film d'horreur pour adultes. Est-ce que aujourd'hui vous le montreriez à vos enfants en connaissance de cause, en sachant qu'il est classé film d'horreur? Et si oui, est-ce qu'à partir du moment où on est capable de montrer un film qui a été classé cinéma d'horreur à des enfants, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un film d'horreur? Il est classé, j'ai aucun souci à dire que Gremlins est bel et bien un film qui fait partie du cinéma d'horreur, mais est-ce qu'on peut Ah oui, vraiment dire que c'est totalement. vraiment un film d'horreur étant donné qu'on est capable de le montrer à un enfant? Parce que pour moi, un film d'horreur de base, tu le montres pas à un enfant. Ben, Sauf qu'à pour part le coup, enfin pour le de... coup, je trouve pas que le cinéma d'horreur ne devrait pas, enfin, devrait être limité à un public adulte. Alors, ça Justement, c'est aussi là-dessus, pour ça que je trouve que je, Gremlins c'est bien fait. je vais Parce faire une petite que, aparté là-dessus, juste brièvement. Pour moi, on est d'accord là-dessus, le cinéma d'horreur, ce n'est pas un cinéma qui devrait être axé que pour les adultes, on est d'accord là-dessus, c'est un cinéma qui peut totalement être ouvert, parce et on a que tu peux le faire. parfait exemple, justement, de Il y L'étrange de a un Mr. autre, Jack, qui est le parfait il y a exemple un de autre film que on peut parler, qui est un très bon film d'horreur et qui est pour les enfants. Dark Shadows, Non, L'étrange Noël de Monsieur Jack. je l'ai déjà cité. Ah, tu as déjà cité. Ok, je crois que j'avais pas entendu que tu l'avais Justement, cité. j'étais en train de le dire. Que, en gros, on a cet exemple parfait qui démontre que oui, on peut faire du cinéma d'horreur pour les enfants, que ça marche, qu'on est capable de faire des films qui ne sont pas traumatisants, qui sont capables de quand même faire passer un très bon moment des enfants. Et je trouve ça très intéressant. Et ça montre qu'on peut le faire. Après, là, c'est une autre question qui vient se poser. C'est oui, on peut le faire, mais la question c'est est-ce qu'on doit le faire? Bah, je dirais oui, Du parce côté que éthique, est-ce qu'il est vraiment, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de montrer des films d'horreur, même s'ils ont été adaptés pour un public jeune et enfant? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée en sachant le risque de traumatisme que cela peut entraîner chez l'enfant? alors, Parce que L'étrange certes, il y a un Noël de risque Mr. de Jack a été une traumatisme. source de traumatisme pour beaucoup d'enfants. Oui, totalement. Mais je dirais que oui, il faudrait. Enfin, c'est pas un truc à ne pas faire. C'est pas non plus le truc qu'il faut absolument faire non plus. Mais le fait d'adapter des films d'horreur pour des enfants,
tu as quand même la possibilité du coup de ne pas fermer justement les enfants à ce type de cinéma qui est quand même très important dans le paysage cinématographique mondial. Il y a énormément, le cinéma d'horreur est énormément, je peux pas dire surexploité, enfin si je peux dire est énormément exploité. Et le fait de fermer cette catégorie à des enfants parce que raison X ou Y, Bah là, on on ne les parle montre quand même pas. de la Oui, santé psychologique et psychiatrique des enfants. oui, Je c'est pense que justement pour c'est ça que je dis peut-être un poids très fort dans la balance. c'est justement pour ça que je dis qu'il faut pas non plus, il faut voir pour l'adapter. Il faut pas non plus absolument les montrer, mais le fait d'adapter le cinéma d'horreur pour des enfants fait que justement, en fait, ils auront ce déclic à propos du cinéma d'horreur plus tôt, en fait, dans l'idée. Et pas plus tard, quand ils commenceront à peine à rentrer dans les deux sens, avec des films qui sont 10 fois plus horribles. Tu vois, moi, c'est justement sur le point de vue éthique, pour moi, éthiquement, c'est pas une bonne idée. Parce que ça risque vraiment d'être une source de problèmes psychiatriques et psychologiques, et au vu de la santé psychiatrique et psychologique de la population mondiale actuellement, c'est vraiment pas une bonne idée de le faire. Donc pour moi, c'est pas la meilleure des idées. Pour moi, de base, même des ados ne devraient pas forcément accéder à ce genre de cinéma non plus pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça que c'est un cinéma qui, à la base, a été vraiment très pensé pour les adultes et qu'on avait les bien les catégories d'âge qui existent. Pour moi, c'est pas pour rien que c'est là. C'est un cinéma qui a un objectif très précis, qui est quand même d'engendrer des traumatismes chez la personne qui regarde. C'est l'objectif premier du cinéma d'horreur. Que ce soit un traumatisme visuel parce qu'on lui montre des trucs horriblement gore, que ce soit un traumatisme psychologique parce qu'on lui torture l'esprit comme pas possible à travers les thrillers psychologiques, ou que ce soit un traumatisme par les jumpscares dans les films d'horreur d'épouvante. Je sais que par exemple, je peux citer un exemple tout con, hein, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Mon père avait vu, donc, quand il était plus jeune, le film L'Exorciste. Il a passé la nuit dans son placard. La nuit où il a Ah vu bah, ce film. Parce que ça a quand été un j'étais véritable traumatisme pour lui, et je quand peux vous j'étais assurer que j'ai eu beaucoup de mal à lui faire voir ne serait-ce qu'un film d'horreur. Même des films ultra soft qui sont vraiment pas c'est-à-dire traumatisants, qui sont très accessibles à tout le monde, même ça, il a eu beaucoup de mal à aller les chercher à cause de L'Exorciste, film qu'il a vu il y a extrêmement longtemps. Parce qu'à son époque, à sa génération, c'était quelque chose de très choquant, ce qui a été présenté dans L'Exorciste. Même si aujourd'hui on ne le voit plus de la même manière, il reste quand même très bon L'Exorciste, ça reste un très bon film d'horreur que je conseille fortement. Mais à l'époque, ça a été un véritable traumatisme pour lui, alors il devait avoir 17 ans. Hein. Donc il était même déjà presque adulte, et ça a été un véritable traumatisme pour lui. Et je sais que c'est le cas d'énormément de personnes aujourd'hui. Les films d'horreur ont été un véritable traumatisme. Donc c'est pour ça que pour moi, oui, le cinéma d'horreur pour enfants, c'est une possibilité qui peut exister. Et on en a une preuve concrète avec L'étrange Noël du Zodiac, qui est un très bon film d'horreur pour enfants. Mais de là à vouloir le développer plus, là je mettrais quand même un petit peu le pied sur le frein, en mode, il y a le côté éthique qui intervient là-dedans, parce que même moi de mon côté, j'aurais tendance à ne pas forcément conseiller du cinéma d'horreur à des jeunes, à des ados, parce que ça peut être traumatisant, ou alors il faut qu'ils voient des bons films, des films qui sont Oui, un voilà. peu plus adaptés, qui sont pas traumatisants, parce que je suis désolé, mais quand on voit ce qui sort au cinéma, c'est clairement pas des films qui sont pensés pour des ados. Oui, totalement d'accord Tous les là-dessus. nouveaux films qui sortent. Parce qu'il y a eu une période où, oui, clairement, les films d'horreur qui sortaient au cinéma, donc moi c'est la génération que j'ai connue, c'est tous les teenage movies américains qui sont clairement pensés pour des ados, où c'est la plupart du temps des films gore. On peut citer Les Souviens-toi l'été dernier, on peut citer Urban Legend, on peut citer Saw, on peut citer Piranha, on peut citer vraiment énormément de ces films qui sont tous des teenage movies par excellence. Sauf qu'aujourd'hui, on a commencé à avoir un vrai revirement dans le monde du cinéma d'horreur, chose que je trouve très appréciable, qui nous a permis de mettre en exergue certains réalisateurs qui sont extrêmement talentueux. On peut citer Mike Flanagan, on peut citer Ari Aster, on peut citer Jordan Peele, on peut citer Pascal Logier, on peut citer Est-ce que James techniquement on peut Wan, citer Guillermo del Toro? on peut citer Guillermo del Toro aussi. Même si Guillermo del Toro c'est un peu particulier parce que lui c'est ce qui fait que j'adore autant son cinéma, c'est que c'est vraiment le cinéma de monstre à l'ancienne revisité avec les codes d'aujourd'hui, et je trouve ça fabuleux. C'est vraiment le mec qui fait du cinéma de monstre tel qu'on l'a connu il y a... Enfin, pas qu'on l'a connu, mais tel que les gens l'ont connu il y a des années, dans les années 30, 40, 50. Et revu avec les codes d'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui ça reste des bons films d'horreur, mais qui, bah, comme d'hab, hein, avec le temps, bien évidemment, ils vont aussi un peu plus passer dans le cinéma fantastique que le cinéma d'horreur. Mais on peut citer ces réalisateurs qui sont de plus en plus mis en avant aujourd'hui, mais quand on voit les films qu'ils proposent aujourd'hui,
je ne souhaite à aucun adolescent de tomber par accident sur un seul de leurs films. Ouais, je suis globalement d'accord. Parce que Hérédité, juste pour citer Hérédité, Hérédité pour moi a été un traumatisme. Et je l'ai vu à sa sortie. J'avais plus de 20 piges. Bah perso, moi, ça a été 13 fantômes aussi qui m'avait pas mal secoué, et le labyrinthe de Pan, évidemment. Mais bon. Voilà, ce sont des films qui, aujourd'hui, sont de plus en plus mis en avant. Donc on redécouvre enfin un cinéma d'horreur qui revient sur les bases de ce qu'est le cinéma d'horreur. Je trouve ça, moi, succulent. Vraiment, j'adore voir la tournure que prend le cinéma. Mais c'est vrai que du coup, le cinéma est beaucoup moins adapté, ce cinéma, du coup, pour des adolescents. Et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps pas trop, parce que c'est vrai que c'est revenir sur les sources de ce que fait le cinéma d'horreur. Et c'est très agréable de voir ça aujourd'hui. Et les adolescents, au final, moi, c'est aussi le truc que j'ai envie de dire, c'est que les films d'horreur, moi personnellement, j'ai commencé à découvrir ça quand j'étais ado, avec notamment les films gore, les slashers, qui sont plus des films axés pour les ados, on va pas se le cacher. Et le cinéma d'épouvante, je l'ai découvert plus adulte, mais j'ai découvert du cinéma d'épouvante qui date, un petit peu. J'ai vu par exemple le tout premier Poltergeist, j'ai vu quand même des vieux films d'épouvante qui ont subsisté, et ils ont encore un bon effet aujourd'hui. Donc pour moi, tu vois, c'est pour ça que je dis que au final, réadapter le cinéma, permettre à certains films pour enfants, enfin de films d'horreur pour enfants de sortir, en avoir quelques-uns de temps en temps qui sortent, genre aller un par an à la limite, et encore peut-être même qu'un par an ça peut être beaucoup, pourquoi pas, mais vraiment pas plus. On peut pas aller plus loin parce que dans tous les cas, s'ils veulent découvrir le cinéma d'horreur, bah pour moi, je vais plutôt attendre qu'ils soient plus dans une période d'adolescence, où ils sont en âge d'être un petit peu plus matures, pour pouvoir, à travers ce genre d'émissions, en discutant avec ces gens, les guider vers des bons films, qui sont plus axés pour des ados, qui leur conviendront sans les traumatiser, et petit à petit les amener à découvrir vraiment tout ce cinéma. C'est aussi pour ça que moi je trouve que ce genre d'émission, l'émission qu'on fait aujourd'hui, est une émission qui est très intéressante, parce que pour moi, le cinéma d'horreur, ça, de toute façon, c'est pas pour rien que j'adore le mois d'octobre, du coup, pour l'émission, parce que c'est un mois où, forcément, je parle du cinéma, mon cinéma d'amour. Ce cinéma, oui, il est incroyable, il est passionnant, il y a énormément de choses dedans, et c'est bien plus que ce que les gens en parlent, parce que c'est vrai que quand on parle de cinéma d'horreur, on a tendance à se fixer sur c'est un truc qui fait peur, et bien pas forcément, et ça, c'est, j'espère, si vous regardez l'émission depuis le début, que vous l'avez bien compris à travers tout ce que j'ai pu vous expliquer, tous les films que j'ai pu vous présenter, que non, le cinéma d'horreur, c'est pas juste un cinéma qui fait peur, c'est beaucoup plus que ça. C'est même très très proche de ce qu'est le cinéma fantastique, et même des fois le cinéma fantastique bascule un peu dans l'horreur, et l'horreur bascule un peu dans le fantastique sans être dans l'horreur. Voilà, les deux cinémas sont très... En fait, ils sont limite border l'un avec l'autre, l'un sur l'autre. Il y a plein de films qui sont à cheval entre les deux, et voilà, c'est un cinéma qui est très très vaste, qui mérite vraiment d'être visité. Et en plus de ça, comme tu le disais, il a aussi une place qui est très importante dans le monde du cinéma, puisque ça c'est quelque chose que j'avais aussi déjà beaucoup expliqué, c'est que ce qui a fait évoluer beaucoup le cinéma, les techniques du cinéma, et ça a été le cinéma d'horreur, puisque c'est un cinéma qui attirait très peu, donc il y avait très peu de budget, donc les mecs qui faisaient ce cinéma, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils improvisaient avec les moyens du bord, et petit à petit, en fait, ces improvisations ont permis de donner naissance à des nouvelles manières de faire, de filmer, etc., qui aujourd'hui sont maintenant devenus des codes. On peut citer l'exemple le plus classique qui est la fameuse caméra épaule. Oui. La caméra épaule n'aurait jamais vu le jour sans le cinéma d'horreur. Et pourtant aujourd'hui, dans les films d'action, on la voit partout. C'est parce que les mecs ils avaient pas le budget d'avoir des grues, d'avoir des trucs pour faire du travelling et tout. Donc ils ont dit on va prendre la caméra épaule. Et puis en plus ils ont pu le justifier de manière très cinématographique en expliquant que voilà, ça fait des mouvements beaucoup plus naturels de caméra de la part d'une personne. Donc ça immerge encore plus le spectateur dans le film. Surtout que l'objectif c'est vraiment de l'immerger pour le faire vraiment ressentir ce qu'on a envie de lui faire peur. Donc c'était vraiment quelque chose qui a été très poignant et qui au final aujourd'hui est appliqué partout. Et beaucoup de techniques du cinéma d'aujourd'hui viennent à la base du cinéma d'horreur parce que les mecs avaient pas de budget et ont improvisé avec ce qu'ils avaient. Et ça, je trouve ça vraiment très ingénieux et très intéressant. Même si on a aujourd'hui beaucoup de nouvelles techniques qui commencent à émerger qui ne viennent pas du cinéma d'horreur. Soyons honnêtes aussi, maintenant, aujourd'hui, le cinéma d'horreur a un peu moins cette place de facteur innovateur dans le monde du cinéma, parce qu'il l'a eu beaucoup pendant une période. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que c'est vrai que le budget alloué au cinéma est maintenant beaucoup plus important et permet plus facilement à n'importe qui un peu d'innover, même sans être dans le cinéma d'horreur. Ce qui est une très bonne chose je trouve, mais il garde quand même cette place un peu fondamentale qui est un petit peu le cinéma de niche, le petit cinéma qui va attirer un peu les gens, même s'il prend de plus en plus de place aussi dans le cœur des gens, et ça je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que bon,
Je peux vous citer énormément de films d'horreur qui n'ont jamais été diffusés en salle parce que tout simplement on savait qu'ils n'allaient pas marcher en salle alors que pourtant ce sont d'excellents films d'horreur. On peut citer par exemple Starfish, c'est juste le premier exemple que je peux vous citer, qui n'a jamais été diffusé en salle. Et pourtant le film est incroyable. Et c'est un putain de film d'horreur. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses où, ouais, le film d'horreur a une grande place dans notre société aujourd'hui. On est totalement conscient. C'est très bien que les gens aient envie de le découvrir, mais pour moi, il faut aussi savoir quand le découvrir. Le découvrir trop tôt, c'est pas non plus la meilleure des idées, parce que ça peut vraiment provoquer par exemple des traumatismes qui peuvent justement te prévenir d'aller continuer plus loin. Hein. L'exemple que je peux citer encore une fois, c'est mon père. Hein, à 17 ans, il a été un traumatisme sur un film d'horreur. Depuis, bah, j'ai réussi à lui faire regarder peut-être 2 ou 3 films. Il a presque 50 ans. Enfin, il a plus de 50 ans, il est bientôt sur les 60. Donc, tu vois, c'est pour ça, trop tôt, ça peut bloquer et empêcher les gens d'aller découvrir ce cinéma. Donc pour moi, c'est voilà, c'est trouver ce juste milieu, trouver les bons films qu'il faut pour les accompagner. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, que j'ai envie de mettre un petit peu une sonnette d'alarme aussi sur le cinéma d'horreur qui sort aujourd'hui. Faites attention en tant qu'adolescent à ce cinéma. Parce que vous pouvez vous dire que ça peut être un bon moment entre potes, où vous allez justement vous amuser à vous faire peur et tout, pour les sensations et tout, sauf que ça peut aussi très vite devenir de véritables traumatismes. Traumatismes qui vous empêcheront de vraiment découvrir la saveur du cinéma d'horreur, qui est très savoureux parce qu'il est plein de goût. Oui. Et donc pour répondre... C'est un genre aussi... aussi présent, quoi, parce qu'il a énormément marqué, il est énormément apprécié. Et on le retrouve même partout, parce que même dans les gros films d'action, on commence à retrouver certaines scènes où quand ils essayent de vraiment chercher à mettre de l'attention, ils appliquent les codes du cinéma d'horreur. Et je trouve ça incroyable. Et donc pour donner moi mon avis France sur justement la question que je pose, qui est est-ce que le vieux cinéma d'horreur peut-il être encore classé comme cinéma d'horreur aujourd'hui? Personnellement, je donnerais comme réponse oui. Parce que bien qu'il ne fasse plus peur pour le cinéma qui avait pour objectif de faire peur, ou qu'il n'est plus gore, parce qu'aujourd'hui on fait bien pire dans des films qui ne sont pas des films d'horreur, etc. Ça n'empêche que ça reste des films fantastiques de base, qui ont cette ambition d'être des films, d'être horrifiques, qui dans leur contexte étaient horrifiques, qui même encore aujourd'hui peuvent un tout petit peu marcher sur certains points. Je peux citer, pour moi le meilleur exemple aussi là-dedans c'est Ju-On, The Grudge, pour ceux qui connaissent pas le titre japonais. Donc Ju-On, je suis désolé, mais moi Ju-On a été un véritable traumatisme d'enfance quand j'ai vu le teaser sur France 2, au JT. Merci d'ailleurs le JT de nous avoir présenté le teaser de Ju-On qui a fait que je ne me touchais plus la tête sous la douche de peur de sentir une main. Merci à vous. Et pourtant je l'ai regardé et au final le film n'est pas si terrible que ça. Et aujourd'hui il passe, on peut le regarder aujourd'hui, genre c'est plus si flippant que ça. Mais pourtant je continuerai de le classer comme cinéma d'horreur. Même s'il fait plus peur. Parce qu'il a toujours cette ambition, il a toujours cette ambiance horrifique qui est toujours présente. Et c'est le truc que je vous avais expliqué quand je vous avais parlé du cinéma d'horreur, en expliquant que le cinéma d'horreur c'est avant tout une ambiance horrifique qui est installée à travers le film, que c'est pas forcément un film qui va vous faire peur, qui va vous faire vomir ou autre, c'est aussi une ambiance. Et donc ces films au final étaient peut-être des films d'épouvante, mais aujourd'hui ne sont plus dans le cadre de l'épouvante. Ils ont basculé dans un cadre plus de cinéma d'horreur, un peu plus fantastique, qui ne cherche plus, enfin qui à l'époque, oui, était de l'épouvante, mais aujourd'hui il ne l'est plus, mais qui reste avec cette ambiance, et qui, malgré le fait que on ne le voit plus forcément comme de l'horreur, reste pour moi du cinéma d'horreur. Et c'est même le cas des films comme Godzilla, le tout premier film Godzilla. Bah, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un putain de film de monstre. Oui. Et aujourd'hui, regardez un film de Guillermo del Toro, regardez le tout premier Godzilla, mais putain, on revoit les mêmes choses. Guillermo del Toro est un grand fan des films de Kaiju, c'est un truc qu'il faut savoir, il a regardé énormément de films de Kaiju, et on le revoit bien dans ses films, on retrouve cette ambition qu'avaient les films de Kaiju, cette menace imminente, mais pas non plus dangereuse, parce que c'est ça aussi le principe des films de Kaiju, c'est qu'est-ce qui fait que le monstre fait peur, c'est qu'il peut tout détruire sur son passage, mais il ne le fait pas forcément. C'est ça aussi que j'aime bien dans les films de Kaiju. Et ça, c'est un truc que remontre beaucoup, justement, Guillermo del Toro dans ses films, c'est que ces films de monstres, les monstres qu'il présente, sont juste incroyablement attachants. On sait qu'ils sont extrêmement dangereux, mais on a quand même envie d'être leurs potes. Alors,
Pas forcément, parle pour toi, mais je peux comprendre. Voilà, mais tu vois l'idée de truc. On retrouve cette ambition du film de Kaiju dans les films récents de Guillermo del Toro, et pourtant les films de Guillermo del Toro sont quand même beaucoup plus flippants. Ils sont des vrais films. On retrouve un peu les codes de l'épouvante espagnole que j'apprécie, code qu'il a très bien appliqué dans le film L'Orphelinat que j'avais recommandé il y a quelques temps, qui je n'ai plus disponible malheureusement sur Shadows depuis. Il a malheureusement quitté le catalogue. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que voilà, moi c'est la réponse que je donnerais personnellement, c'est on peut encore les classer, enfin on peut encore dire que ce sont des films d'horreur, c'est juste qu'ils ne sont plus vraiment dans le même, dans la même partie du cinéma d'horreur que ce qu'ils étaient à l'époque. Parce que bah, forcément les codes de l'époque ne sont pas les mêmes que les codes d'aujourd'hui, mais pour moi en tout cas c'est pas des films qu'on peut forcément dire bah non c'est plus du cinéma d'horreur. En tout cas voilà, même si je sais que beaucoup des vieux films, notamment les films de Kaiju, si vous les regardez aujourd'hui, ils ont été déclassés. Ils sont maintenant tous classés films fantastiques et non plus films d'horreur. C'est des choses qui arrivent, hein. Dans le monde du cinéma d'horreur, c'est assez régulier que des vieux films d'horreur soient déclassés pour être classés films fantastiques et non plus films d'horreur, notamment dans les très vieux films. Parce que bah voilà, c'est vrai que les codes de l'époque ne sont plus les mêmes. Mais voilà. Comme beaucoup de films de monstres au final, il y a énormément de films de monstres qui sont déclassifiés pour passer plutôt dans la catégorie fantastique que horreur, quoi. Oui, bah, quasiment tous les films de monstres déjà de l'époque ont tous été déclassés. Quand Notamment ils les ont aussi, renumérisés, ils les ont tous déclassés, si je me rappelle bien. Tout ce qui est film d'Alien aussi. Hein. Alors, les aliens de Ridley Scott sont toujours classés films d'horreur. Je parle pas des aliens, je parle des films d'aliens. Alors, si tu parles de Plan B from Outer Space, il est toujours classé horreur. Non, mais je parle pas forcément de celui-là en particulier, mais il y a énormément de films qui prenaient comme sujet principal une invasion extraterrestre, qui ont finalement été fini par déclassifier pour être classés dans SF ou dans... je t'avoue que là, j'ai pas d'exemple en tête de ce genre de film. Il y a beaucoup trop de noms pour que j'ai vraiment les noms précis en tête, donc là, c'est un peu compliqué. Il y a pas de je sais qu'il y a énormément de films justement basés là-dessus, c'est en fait c'est exactement dans le même cas que les films de monstres qui devaient justement être à la base des films d'horreur et qui sont passés sur des films extraterrestres / fantastiques. Et les meilleurs aussi qu'on peut citer, c'est Nosferatu, bien évidemment. Oui, aussi. Nosferatu, big up à toi, tu resteras jamais dans mon cœur un film d'horreur, peu importe ce que les gens diront. Tellement un bon film. Mais donc du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va pouvoir passer à notre troisième rubrique, qui est donc notre sélection de la semaine. Sélection qui est bien évidemment dédiée au cinéma d'horreur et cinéma fantastique. Je précise que je rajoute le cinéma fantastique, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a un dans le lot qui n'est pas un film d'horreur ou une série horrifique, puisque tous les autres sont des films d'horreur ou horrifiques. Quoique, il y en a un, je crois que celui de mercredi n'est... faudrait vérifier, mais j'ai un doute sur sa classification d'horreur. À vérifier, il est peut-être que film fantastique celui-là. De quoi, mercredi tu me dis? Non, il est classé horreur, c'est bon. J'ai vérifié, mercredi, il est classé horreur aussi. C'est le mercredi. Mais donc du coup on va commencer avec pour demain soir. Demain soir, c'est Halloween. Halloween, je le rappelle, est une fête plus ou moins païenne qui se déroule généralement à minuit. Et vous savez tous ce qu'il faut faire à minuit. Il faut aller à la messe de minuit, ou le sermon de minuit, de son titre français, puisque c'est Midnight Mass en anglais, de Mike Flanagan. Putain, je t'aime bébé. Voilà. Je tenais à le dire, c'est important parce que Flanagan, c'est pour moi un gros coup de cœur. Ça a été une énorme révélation depuis Hush, qui a été l'un des premiers films de Flanagan que j'ai vu, qui a été qui m'a encore plus touché avec justement The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Évidemment, je ne pouvais pas manquer Midnight Mass, qui il a teasé sur Twitter que j'ai eu très hâte de pouvoir voir cette série. Je l'ai regardée, j'ai mis un petit peu de temps à la finir parce que malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi pour pouvoir la regarder, mais je l'ai savourée du début à la fin. La série est incroyable. C'est une série d'horreur, mais qui est vraiment une série d'horreur telle que l'adore Flanagan. C'est-à-dire c'est pas forcément ultra flippant, c'est juste une ambiance très pesante, un petit thriller psychologique du début à la fin, tel qu'il a pu le proposer justement avec Hush. Alors on n'est pas non plus sur Hush avec l'idée du mec héros de la maison, hein, on n'est pas dans ce niveau-là. Mais voilà, on retrouve un peu cette ambiance plus de thriller psychologique que de vraiment série d'épouvante comme pouvait l'être The Haunting of Hill House. On retrouve ses acteurs fétiches, bien évidemment.
Parce que bon, voilà, hein, Flanagan et ses acteurs fétiches, il les met dans, dans tous ses films, notamment sa femme. Bizarrement, sa femme est dans toutes ses œuvres. Voilà. Quoique, je crois qu'elle est pas dans Before I Wake. À vérifier, mais je crois qu'elle est peut-être pas dans Before I Wake et peut-être pas dans Ouija non plus. Faudrait que je vérifie ça. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la série est absolument magnifique. Je vais vous résumer vite fait, brièvement, le premier épisode. Très brièvement, juste pour vous donner envie de regarder la série. Et aller un tout petit peu plus loin, mais juste pour vous donner envie. Donc ça se passe sur une toute petite île perdue dans les États-Unis. Donc c'est un tout petit endroit vraiment perdu où il y a juste un petit bateau pour aller qui passe toutes les heures. Donc c'est-à-dire que si vous voulez aller sur le continent, vous devez prendre un bateau qui n'est là que toutes les heures. Hein. C'est un peu comme quand vous vivez en campagne et que vous voulez aller dans la grande ville et qu'il n'y a pas de bus. C'est la même idée, sauf que là il y a de l'eau. Donc y aller à la nage c'est compliqué. Et donc c'est une petite ville à peu près tranquille. Qui est donc bercé dans le catholicisme, dans lequel il y a deux petits éléments un peu perturbateurs qui interviennent. Alors, je parle d'éléments perturbateurs, je précise que ce n'est pas dans un objectif négatif, c'est juste que c'est dans le principe scénaristique, l'élément perturbateur, c'est ce qui vient un peu chambouler le scénario. La première chose, c'est déjà l'arrivée d'un nouveau shérif dans la ville, qui est musulman. Déjà, c'est un premier élément perturbateur, et ça a son importance dans la série. Vous allez le voir. Tu dis qu'il est perturbateur parce qu'il est musulman, c'est vachement raciste. Justement, c'est pour ça que je voulais préciser que c'est élément perturbateur au sens littéraire du terme et non pas au sens parce qu'il est musulman, il est perturbateur, d'accord? C'est vraiment dans le sens, ça vient apporter des changements dans l'histoire et des changements qui sont importants, mais je vais pas en dire plus parce que vous le verrez aussi au travers de la série que la série touche pas mal à la discrimination religieuse et je trouve ça vraiment très bien amené dans la série. Parce que c'est quelque chose que, bah voilà, c'est important d'en parler, c'est aussi un peu les sujets d'actualité aujourd'hui dans le cinéma, et pour une fois, c'est très bien amené, je trouve ça vraiment très bien, donc je vous le conseille. Et ensuite, deuxième élément, c'est un nouveau prêtre. Leur prêtre principal, le prêtre Pierce, je crois, j'ai complètement oublié son nom, qui est donc parti il est parti à Jérusalem, voilà. J'ai oublié le terme religieux pour dire quand tu pars... En pèlerinage, voilà. Il est parti donc en pèlerinage à Jérusalem. Et en fait, c'est un nouveau prêtre qui arrive, un jeune prêtre qui arrive sur l'île et qui leur annonce que leur prêtre est tombé malade, rien de grave, et que celui-ci est donc en convalescence sur un hôpital du continent, et que donc en attendant qu'il se remette de ses émotions et de son petit problème de santé, eh bien c'est lui qui s'occupera de l'église de la ville. Sauf que petit à petit, on va se rendre compte que ce prêtre a de très sombres secrets derrière lui qu'il va amener sur cette île et qui vont petit à petit changer le quotidien de tous les habitants de l'île. Je n'en dirai pas plus, mais je vous conseille très fortement de regarder cette série. Même si vous n'êtes pas intéressé forcément par les religions, moi personnellement je ne suis pas croyant, j'ai quand même très fortement apprécié la série, je l'ai trouvée vraiment très bien faite, elle aborde très bien aussi les sujets justement des religions et tout, donc je vous la conseille très très fortement. Et on va donc passer à l'œuvre, d'ailleurs je précise, elle est sur Netflix bien évidemment, j'avais oublié de le préciser, mais donc on va passer à l'œuvre de lundi qui nous sera présentée par Capterge. Alors, pour lundi, évidemment, je vais parler d'une œuvre qui fait beaucoup parler d'elle. Bon, évidemment, on pouvait pas forcément s'en passer d'en parler, c'était obligé. J'ai nommé Squid Game. Si c'était pas lui qui l'en parlait, c'était moi, donc de toute façon, Voilà. vous y avez le droit. Qu'est-ce que c'est Squid Game? Alors, Squid Game créé et réalisé par Hwang Dong-hyuk, un réalisateur qui a fait des petits projets ça et là, mais qui n'avait pas encore l'occasion d'avoir un gros projet à amener sur le devant de la scène à lui tout seul, étant donné que c'est lui l'écrivain de cette série, et que c'est Netflix qui l'a produit. Donc c'est un truc qui est très original Netflix tout court. Ça parle des dettes, de tunas et de violence. De toute façon, je pense que si aujourd'hui vous ne savez pas ce qu'est Squid Game, il y a un problème. Voilà. Sortez de votre grotte, les gars. Clairement, parce que cette série, qui certes a été beaucoup mis en avant par Netflix, a réellement eu un effet boule de neige dans sa popularité, que ça soit parce que les gens aimaient et adoraient ou que les gens n'aimaient pas. Énormément de monde en a parlé, parce que elle a énormément fait parler d'elle, comme je l'ai dit plus tôt. Un pitch très simple, donc tout simplement des dettes immenses pour plein de Coréens, pas de Coréens, c'est pas pareil. Au point
que chacun dans leur coin, du moins c'est ce que le premier épisode nous fait comprendre, ils ont dû vendre les droits de leur corps à des yakuza, divers groupes, sociétés obscures et tout, pour assurer le fait qu'ils allaient rembourser tôt ou tard leurs dettes. Alors quand je parle de dettes, c'est pas comme des dettes à la française où c'est quelques milliers, centaines de milliers d'euros. Là, on parle de plusieurs millions, voire milliards de yens. Ce qui est quand même immense, parce qu'un truc qui est bien en France, c'est que si jamais vous êtes trop en dette, vous allez en prison. Là-bas, vous pouvez vous choper des dettes à tout va et retarder cette échéance si vous êtes complètement con, parce qu'il faut dire ce qui est, quand à un moment tu commences à avoir des dettes, faut le vouloir. Mais vous pouvez quand même retarder cette échéance. Et c'est ce qui est arrivé pour le personnage principal, dont j'ai totalement oublié le nom. Toko. Pas John Attendez, Woo, tac tac tac. un Jung-Ho. Non, Jung-Ho Non, c'est l'autre. c'est Seong Ji-hoon. Voilà, Ji-hoon. Pour Ji-hoon. Et en vendant ses droits corporels, lorsqu'il tente de rentrer chez lui, après malheureusement avoir gagné de l'argent au pari et l'avoir reperdu parce qu'il s'est fait voler par un autre candidat, ce qui est très très drôle, il tombe sur un homme qui lui propose de jouer à un simple jeu. Alors, c'est un petit jeu avec des papiers bleus et rouges. Je l'ai testé pour une soirée d'Halloween. Spoiler, ça marche pas très bien. Ça me fait très rire que d'ailleurs, dans le film, ça marche aussi bien que ça. Mais enfin bref, le deal est que si jamais il gagne, il peut récupérer 100 000 yens. Et que si jamais par contre il perd, il se prend simplement des claques. Donc il joue, il gagne de l'argent. Et l'homme lui donne accès à une carte où il y a 3 symboles, le rond, le triangle et le carré. C'est la carte du Squid Game, tout simplement. Et le principe est que il y a 456 participants. Chaque participant qui meurt rapporte de l'argent dans la cagnotte globale et le dernier en vie gagne cette cagnotte globale. Alors c'est tout simplement un gros principe de Battle Royale, mais avec un truc de très particulier, c'est qu'au lieu de se foutre simplement sur la gueule, comme dans beaucoup d'autres films du genre, là, ils doivent tout simplement survivre en participant à des jeux d'enfants. Donc il y a du 1, 2, 3 soleil, principalement, c'est ce qui a fait le succès de la série, ce qu'on voit partout, ainsi que d'autres jeux que je ne vais pas spoiler. J'ai une petite préférence pour le deuxième jeu qui est très très cool. Donc il y a énormément de twists et d'horreur dans cette série. J'ai pas forcément besoin d'en parler plus parce que je pense que tout le monde l'aura déjà vu. Mais clairement, c'est besoin d'une série à binge-watch en la lançant le samedi à 21h ou en l'occurrence le lundi à 21h et à vous réveiller dans votre canapé le mardi à midi après avoir fini la série. C'est la série qu'il faut. Eh ben merci à toi, donc c'est disponible sur Netflix. C'est Netflix. On va directement passer à l'œuvre suivante parce que sinon on n'aura pas le temps et on va devoir faire vite pour toutes les œuvres qui suivent maintenant. On a à peu près 1 minute par œuvre. Et donc du coup on va passer tout de suite sans tarder à la prochaine œuvre qui est la seule œuvre fantastique de notre sélection de cette semaine, qui est disponible sur Shadows. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'elle est quand même disponible parce que ça reste une plateforme de cinéma d'horreur. Il s'agit de Highlander. Le principe de Highlander est très très simple, c'est simplement un battle royale géant sur la planète. Pour faire simple. C'est juste que c'est un battle royale entre des sortes d'immortels qui sont les Highlanders, dans lequel on a MacLeod, le Highlander qu'on suit, qui, donc en fait, ils doivent se tuer, sachant que pour se tuer, ils ne peuvent que se décapiter, enfin l'un ou l'autre, et celui qui décapite l'autre remporte les pouvoirs de celui qui l'a tué, et ainsi de suite, et le but c'est d'être donc le seul survivant, principe du battle royale version Highlander. On va donc passer directement à l'œuvre suivante parce qu'on n'a pas le temps. Faut aller vite. Et vas-y, Capterge. Alors une œuvre qui est très connue évidemment parce que comment passer à côté de ça? Il s'agit de Dark Shadow et non pas Dark Shadows, je t'ai vu venir. Mais Un film réalisé par Tim Burton. Je m'en fous, Shadows de l'échec. Avec, je vous rappelle, dans le cast Johnny Depp et Eva Green. Donc déjà, on envoie du pâté. C'est très dommage d'ailleurs, il ne me semble pas qu'il y ait Helena Bonham Carter. Ça aurait fait vraiment le casting. Si, elle est dans le film. Elle est dans le film, il me semble. Ah, il me semble que Helena Bonham Carter fait partie du casting. Hein. Elle est dans le film. Mais. Je crois qu'elle joue une détente. Elle est dans. Ouais. Sachant que dans ce film, il y a également Michelle Pfeiffer ainsi que Christopher Lee. Donc clairement, un casting relativement de qualité. Et qui parle tout simplement à savoir que
avant que je parle de film, c'est une adaptation en long métrage de la série télévisée américaine Dark Shadow de Dan Curtis, une très vieille série qui était diffusée de 1966 à 1971 et qui du coup est ramenée sur le grand écran par notre cher Tim Burton et qui parle tout simplement d'une famille très particulière qui se fait finalement réveiller après des années de sommeil par erreur par des ouvriers. Donc il y a énormément de choses que je ne vais pas dire parce que clairement, découvrez ce film. Il est très très bon. Et je pense qu'il y a d'autres têtes, parce que je suis en train de regarder le casting du coup, qui sont très intéressantes et que vous allez découvrir dans le film. Foncez voir ce film qui est sur Netflix. Au suivant. Et donc on va passer sans plus tarder au film suivant, qui est un film que j'aurais voulu vous présenter plus tôt avec la sortie du deuxième volet qui est sorti cette année, mais que malheureusement je n'ai pas pu avoir le temps de regarder. Mais donc je vais quand même vous présenter au moins le premier volet. Il s'agit de Sans un bruit, film d'horreur que je ne vais pas trop rentrer en détail étant donné que j'en ai déjà parlé plus d'une fois sur cette chaîne, qui est un film d'horreur absolument fabuleux que je vous conseille, qui a été réalisé par John Krasinski, que je ne m'attendais vraiment pas à voir dans le cinéma d'horreur parce qu'à la base ce mec vient quand même de The Office. Voilà, disons que rappelons que c'est un acteur de The Office à la base, et le mec a réalisé pour moi l'un des meilleurs films d'horreur qui joue sur le son que j'ai vu. Voilà, et j'en ai vu beaucoup des films d'horreur. Mais je vous le conseille très très fortement, il est disponible sur Amazon Prime Video, et dès que le deuxième sort, je le mate, et je pense que je vous le recommanderai aussi parce que de près ce que j'ai cru entendre, il est vraiment très 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 bon. Et on va donc passer directement à l'œuvre suivante pour Capterge. Oui, à nouveau un grand classique du cinéma d'horreur. Enfin, grand classique, peut-être pas, mais un classique tout Peut-être pas court. autant que le concurrent qui était sorti la même année. Voilà. Il s'agit de Hostel ou L'Auberge au pays de la poutine. C'est un film d'horreur assez sanglant réalisé par Eli Roth, je pense que ce nom n'est pas inconnu pour beaucoup de monde, qui parle tout simplement d'étudiants américains juste voulant visiter un peu des pays de l'Est. C'est rien, il se passe rien. À part le fait qu'ils tombent malheureusement dans un des rares hôtels où les occupants sont revendus à des riches personnes voulant voir les limites du corps humain. Voilà. En gros, tout simplement, ils se font vendre littéralement dans une usine d'horreur. Et le but du film est de voir jusqu'à où ils vont tenir. Et bien sûr, je ne dis pas si ils vont tenir. Bien évidemment. Au sein de ce film, clairement, sachant qu'un truc, il y a des très bonnes doses d'humour dans ce film, malgré le film d'horreur. Et ce qu'on appelle le comic relief. Voilà. Si vous n'avez pas trop peur du sang et que vous n'avez pas trop peur de voir des corps démembrés et tout, ce film est très très sympa. C'est le principe d'un torture porn pour ceux qui voulaient savoir. Et c'est pour ça Voilà. que je disais qu'il faut savoir qu'il est sorti exactement la même année que Saw 1. Voilà. C'est pour ça que malheureusement, il a un petit peu moins fait. Il a eu un peu moins de succès que son concurrent qui était Saw. Mais ça n'empêche que c'est un excellent torture porn au même titre que l'était Saw. Et on passe donc au dernier film. J'ai un peu plus de temps, heureusement, parce que j'ai un petit peu plus de choses à dire sur ce film, parce que ce film est juste incroyable. Qui est un film qui est sorti du coup sur Shadows il y a pas si longtemps que ça. Il est sorti il y a 2-3 jours, je crois, sur Shadows. Film que j'ai vraiment adoré, que je vous recommande 3000 fois, The Descent. The Descent, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes femmes. Donc oui, c'est un film Woman and Power, voilà, je suis très honnête avec vous, mais il est extrêmement bien réalisé sur ce point-là, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas l'impression de regarder un film qui vous crée à la figure « Les femmes, elles sont trop fortes !» D'accord, ce genre de film un peu chiant qu'on peut voir aujourd'hui. Là, c'est vraiment un film qui montre la force des femmes et qui le montre vraiment de manière intelligente, je le trouve vraiment fabuleux. Il est disponible sur, du coup, Shadows. Le chèque Shadows, le chèque. Là, ça fait 3 Shadows, d'accord ? On a un film de mardi qui est sur Shadows, on a le film Dark Shadows, et on a The Descent sur Shadows. Donc maintenant, il nous faut le chèque, d'accord ? Surtout en plus, c'est Halloween demain, payez-nous. Là, on commence à manquer de nourriture depuis un an. Mais donc voilà, le film est incroyable, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes femmes qui décident de partir en spéléologie. Donc la spéléologie, c'est tout ce qui est la visite de grottes. Donc elles partent dans des grottes très souterraines, et elles décident d'aller dans des endroits, dans une partie de grotte qui a été très très peu visitée, voire même quasiment inexplorée. Et elles souhaitent être les premières à aller visiter cet endroit. Elles y descendent. Sauf que vous vous en doutez, le voyage va plus ressembler à une descente aux enfers qu'à une bonne vacance en spéléologie. Le film est juste absolument fabuleux, il plonge à la fois dans un domaine très fantastique, très surréaliste, tout en gardant aussi une part d'horreur qui est très réaliste et très terre à terre.
Il arrive vraiment à combiner le deux en gardant une ambiance et un thriller du début à la fin. Vraiment, c'est un film que je recommande x 10 000. Il y a le deuxième aussi qui est disponible sur Shadows que je n'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si je vous le recommande ou pas. Je compte le regarder assez récemment, du coup, je le regardais sous peu. Mais voilà, je vous le recommande très fortement et il est disponible sur Shadows. Du coup, je rappelle du coup les sélections qu'on a faites pour cette semaine. Donc je vous conseille de regarder demain soir Midnight Mass sur Netflix. Pour Halloween, c'est juste parfait. Capter, je vous conseille de regarder Squid Game sur Netflix. Lundi, je vous conseille de regarder Highlander mardi, disponible sur Shadows. Mercredi, Capter, je vous conseille de regarder Dark Shadows, disponible sur Netflix. Je vous conseille de regarder jeudi soir Sans un bruit, disponible sur Amazon Prime Video. Capter, je vous conseille de regarder Hostel sur Netflix vendredi soir. Et je vous conseille de regarder samedi soir prochain The Descent sur Shadows. Sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. On arrive du coup à la fin. On se retrouve, j'espère franchement, la semaine prochaine. Ça dépendra aussi des disponibilités de chacun. On va essayer de s'organiser pour essayer de reprendre petit à petit un peu cette habitude qu'on avait de pouvoir faire des lives. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois où normalement on n'aura plus le fond du coup d'Halloween puisque tout sera terminé. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Du coup, c'est bon, t'as coupé?